Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Ahmed Al-Laythi Nassef, qui est consultant international en commerce et en économie. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors premièrement, quand on parle de ce discours prononcé par le président de la République au cours de l'iftar de la famille égyptienne hier soir, comment l'estimez-vous, surtout avec plusieurs messages que le président a envoyés au cours de ce discours? Pour commencer avec son Excellence le Président Sisi a mentionné quelque chose que, honnêtement, sur le niveau personnel, j'ai beaucoup aimé. Oui. Ce que j'étais en train de trouver dans cette période, qu'on a surtout sur, que ce soit Facebook ou TikTok ou tous ces moyens. Réseaux sociaux, de toute façon. Absolument. Tout ce qu'on avait, on avait des gens qui étaient en train de sortir, donner des opinions comme s'ils étaient des experts dans des sujets ou économiques ou politiques ou même militaires. Honnêtement, avec, disons, un savoir très modeste et même fautif dans plus de cas. Et ce qui aggrave le problème, que parmi ceux-ci, il y en a qui ont pas mal des gens qui leur suivent, surtout des jeunes. Oui. Et il était en train, probablement, sans qu'il soit, c'est pas vraiment très exprès, mais ils sont en train de signaler ou donner des messages qui sont énormément fautifs à la société. Donc, ça c'est très grave. Je pense que c'est énormément grave. Et son Excellence a plein souligné ça. Et il l'a dit noir sur blanc. Tout simplement, si vous ne maîtrisez pas le sujet, si vous ne savez pas c'est quoi exactement l'histoire, donc c'est mieux de ne pas parler. Oui, certainement. Je suis tout à fait d'accord. Honnêtement, moi, dans ma spécialité, j'ai entendu des opinions que, désolé de dire, mais qui vraiment font rire. C'est quelqu'un qui est en train de, qui connaît pas disons, les théorèmes basiques d'une histoire, ou que ce soit une deuxième fois économique ou politique. Oui. Et il est en train de parler comme s'il était l'expert mondial. Et il était en train d'envoyer des messages qui sont vraiment très fautifs. Okay? Et ça, c'est très grave. Donc, son Excellence a bien souligné ça. Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup apprécié, parce que moi, dans ma spécialité, je suis en train de souffrir de ça. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance basique, et il se pose comme s'il était un expert avec des messages tout à fait fautifs. Oui. La deuxième chose... Et j'ajoute également qu'il y a des fois des gens qui parlent avec des agendas secrets poussés par n'importe quel parti. Même, écoutez, si on va assumer la bonne volonté, même si ce n'était pas ça, parce qu'il y en a qui sont bien connus, même il y en a des présenteurs, que ce soit qui sont bien connus. Je ne pense pas pour être... qu'ils tous, ils ont des agendas noirs. Une partie, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais que on a vraiment des gens des choses qui sont vraiment très basiques. Et ils n'ont pas... Il y a un mec qui est sorti un jour, et il a dit que le dollar va être à 4 livres égyptiens. Par exemple, moi je suis très connaisseur, je connais énormément l'économie. Et il était en train de dire, je m'excuse, mais du n'importe quoi au monde. Oui. Okay. Et ça, c'est grave, parce que ça peut dissimuler l'opinion publique. Et c'est vraiment grave. Et maintenant, avec tous les réseaux sociaux qu'on a, n'importe qui peut sortir et parler. Et ça, c'est un peu dangereux, mais c'est la nature de cette période, c'est la nature de la technologie qu'on a. Ça, c'est d'un côté. Son Excellence a parlé aussi une deuxième fois de la situation ou l'augmentation, tout franchement, comme il a présenté l'histoire, l'histoire de l'augmentation du prix de carburant. Oui, du carburant. Oui. Là, et il l'a présenté d'une façon vraiment énormément simple. Ce qui se passe,
la guerre qui est en train de se passer ne va pas finir demain. Ça. Et ce qui est beaucoup plus pire, c'est même si elle va finir demain, moi je pense, je ne suis pas technique une deuxième fois, donc je ne veux pas tomber dans le même piège, mais généralement parlé, et sans beaucoup d'expertise, ça ne va pas se résoudre dès le lendemain que la guerre s'arrête. Ils ont détruit, ça a été détruit par les deux parties pratiquement, pas mal de l'infrastructure du produit d'énergie, que ce soit du gaz naturel ou du pétrole. Oui. Pour fixer ça et les reconstruire, ça va prendre, je dirais, des mois, si ce n'est pas des années, pour retourner à où on était il y a 3 semaines, si vous voulez. Donc là, les prix du pétrole ne vont pas reculer. OK. Et il a donné beaucoup de détails, mais généralement parlé. Si on n'aurait pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui est sorti, il a dit que le gouvernement n'était pas honnête, et il était en train de nous donner des messages, puis ils se tournent et ils font quelque chose opposé. Ça ne se passe pas comme ça. Toujours dans la vie, dans les grandes sociétés, dans les économies. Et il y a ce qu'on appelle force majeure, Oui, il y a des contextes qui changent, et on doit s'adapter à ce contexte. Oui. Écoutez, personne n'est heureux, et je pense que le président lui-même n'est pas heureux qu'il a dû augmenter les prix du carburant. Ça. Mais il n'avait pas le choix. Oui. C'est ça l'idée que cette guerre n'était pas prévue. Oui. Ça ne pourrait pas être... Même si on parle aux États-Unis, le litre de gasoil là-bas a atteint 5 $. Tout à fait. Mais c'est 5 $ seulement pour être clair, c'est par gallon et c'est pas par litre. Oui. OK. Mais généralement, ça n'était pas prévu. Donc, lorsqu'on était en train de préparer le budget de l'État, on ne pourrait pas. Ça a été préparé, disons, sur une base, si je ne me trompe pas, il a dit entre quelque chose. Il n'a pas donné le chiffre exact, mais c'était dans les 60 ou 70 $. Quand ça passe et ça touche les 120, économiquement parlé, et maintenant je parle des chiffres seulement, ça n'a rien à faire avec une économie ou n'importe quoi. Oui. Et à ce point-là, on n'a pas de choix qu'une de deux choses. Ou on va subventionner le prix encore plus, qui va coûter le budget des milliards, qui va résoudre qu'on ne va pas avoir le choix que diminuer le taux de change un peu plus, et la différence va devenir dans le pouvoir d'achat de livres égyptiens, où il peut augmenter les prix. Ça, c'est pas, il n'a pas trop de choix. On a ou ça ou ça. Et c'était clair que son excellence, ou la politique qu'on est en train de suivre ces jours-ci, on ne veut pas vraiment diminuer la valeur du livre égyptien encore plus. OK. Donc là, vraiment, il n'avait pas le choix. L'autre dimension ou axe que son excellence a couvert, et j'ai beaucoup aimé, que on a l'Égypte, dans le plan de 2030, on a visé d'avoir 42% de nos utilisations d'énergie, que ça vient de l'énergie naturelle, que ça soit solaire ou éolien. Éolien et d'autres sources incluses. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est très intelligent. Je pense que c'est la bonne direction dans les deux sens. Un, l'environnement, et deux, les coûts. Parce que l'Égypte, on n'a pas trop de pétrole, mais on a beaucoup de soleil. Donc, surtout l'énergie solaire, maintenant, avec toutes les technologies qui sont en train de sortir et s'adapter, il y a des moyens avec lesquels on pourrait générer de l'énergie solaire avec beaucoup moins de coûts. Mais ce n'est pas logique qu'on peut s'attendre, disons, à 100% d'énergie solaire, au moins pas dans les technologies et les sciences qu'on a aujourd'hui. Mais 42% qui va être, disons, presque la moitié
du chiffre que l'Égypte consomme aujourd'hui du pétrole ou d'énergie généralement, c'est énorme. Et ça va être un grand pas, sûrement dans la bonne direction. Malheureusement, mais c'est la nature des choses, pour faire cette adaptation, on a besoin de faire une adaptation assez importante pour l'infrastructure d'énergie. Si on peut aller dans cette direction, qui va coûter beaucoup d'investissement. Mais ce qu'on appelle, ça c'est une seule fois, on met le coût, on fait l'investissement pour l'infrastructure d'énergie, et avec ça, on pourrait avoir une source d'énergie qui est beaucoup moins chère. Son Excellence a dit que c'était pratiquement moins 50% en coût, qui veut dire, mais avec 42%, le coût d'énergie généralement de l'Égypte va être dans les environs de moins 25%, parce que c'est pratiquement la moitié qui est divisée par la moitié. Donc disons ça, c'est pratiquement 25% de réduction dans le coût. Ça, c'est énorme. 25% quand on est en train de dépenser des milliards et des milliards de dollars, c'est énorme. Et surtout que ça va pas être des importations. Ça va être local, donc on va générer l'énergie solaire à partir du soleil qu'on a en Égypte. Donc là, ça va avoir vraiment un grand changement dans le coût d'énergie en Égypte. Donc c'était très riche. C'était court, comme son Excellence donne toujours ses discours. C'est court, c'est bien concentré, mais c'était riche en informations. Également, le président, au cours de son discours, a abordé les efforts déployés par l'Égypte pour essayer de résoudre ce conflit, les attaques israélo-américaines contre l'Iran et cette guerre qui a été déclenchée. Il a parlé des efforts de l'État. Comment voyez-vous ces efforts et leur effet sur la crise, surtout avec les appels de solidarité prononcés par le président et certainement prononcés par le chef de la diplomatie égyptienne, M. Badr Abdelati, au cours des derniers jours avec les pays arabes du Golfe? Je pense que c'est une expression de l'importance du rôle que l'Égypte est en train de jouer dans la région. Et comme il a présenté, pratiquement, l'Égypte a des guerres juste un peu partout autour de ces frontières. Donc, à l'ouest, on a la Libye et tout ce qui est en train de se passer là-bas. Au sud, on a la guerre civile en Soudan. À l'est, on a ce qui est en train de se passer à Gaza. Donc, vraiment, on a un peu trop de conflits dans la région. Donc, on ne doit pas jeter du huile sur le feu, et le rôle que l'Égypte, comme une force majeure dans la région, peut jouer, c'est de médier la situation et essayer de réduire le dommagement qui est en train de se passer à toute l'infrastructure, qui est vraiment une infrastructure pas locale, mais une infrastructure qui est en train d'affecter l'économie mondiale. On est en train de voir ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, quand ça tombe dans le secteur de l'énergie, ça touche un peu partout. C'est pas seulement l'énergie, c'est la logistique aussi, parce qu'il y a pas mal de ports qui ont été bombardés. Et je pense qu'ils sont sortis de service. Donc là, c'est un peu dangereux pour l'économie mondiale. On risque une augmentation très importante dans le coût des logistiques qui va pratiquement affecter ou risque de générer une autre vague d'inflation un peu partout dans le monde. Et ça, c'est énorme. L'économie mondiale vient de sortir d'une énorme inflation. Et là, on risque de avoir une autre vague qui est très importante et qui peut être énormément gênant. Ça, si on ajoute aussi un risque qui est très très important d'avoir des migrations illicites à partir d'Iran,
Et l'Iran n'est pas, par exemple, la Libye où on a 4 ou 5 millions d'habitants. Non, c'est un grand pays avec 93 millions d'habitants. Oui. Donc, si on risque d'avoir une autre vague d'immigration illicite, ça peut être vraiment très gênant pour pratiquement le monde entier. Donc là, Son Excellence a bien souligné ce risque qu'on a, et d'ici, l'Égypte est en train de jouer un rôle de médiation pour essayer de calmer la situation et rentrer en ordre. Parfait, Dr Ahmed El-Laythi Nassef, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes consultant international en commerce et en économie. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause. International law and international humanitarian law must always be respected.